clim, heureusement, mais ces pluies diluviennes sur les Pyrénées. Oui, Landes et Pyrénées-Atlantiques, qui sont donc 2 départements placés en vigilance rouge, la vigilance maximum en raison des risques de crue. Et en effet, la montée des eaux est impressionnante. Stéphane Place, on fait le point sur la situation avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler climat, actualité et inondation. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jules Ferrand et Hugo Schutz. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour, merci pour l'accueil. Jules Ferrand, Hugo Schutz, vous êtes co-réalisateur du documentaire Les flots du Torion, un documentaire qui va sortir dans le cours du mois de juin dans les salles, et chercheur en géographie environnementale à l'Université de Limoges. Le Torion, c'est une rivière qui se situe dans le département français de la Haute-Vienne, à l'ouest du Massif central. Jules Ferrand, pourquoi avoir choisi cette rivière ? Alors, nous, on s'est intéressé au Torion, notamment parce que c'est une rivière qui s'est montrée capricieuse à de multiples reprises par le passé. Cette rivière, qui prend sa source en Creuse, au puits de la Grocher sur la commune de Gentioux, environ 750 mètres d'altitude. Oui, c'est aussi une rivière qui a un riche passé historique, qui servait pour les flottages des bois. Il y a aussi des gisements aurifères sur la rivière. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la rivière, le Torion, donc avec un H, qui, comme on l'écrit encore en Creuse, donc il fait référence à la divinité Thor de la mythologie nordique, dieu des éclairs et des orages. Ça fait écho avec ce que tu disais, Jules, le Torion est capricieux. Dans votre documentaire, vous avez décidé de travailler sur la rivière Le Torion, et plus particulièrement sur une des communes situées sur sa berge, le village de Saint-Priest-Torion. Hugo Schutz, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Alors il y a plusieurs critères qui nous ont poussés à travailler sur le bourg de Saint-Priest-Torion. Tout d'abord, d'un point de vue de jeunes chercheurs auviennois, c'est une volonté d'avoir un terrain d'études proche et de travailler à une échelle locale pour pouvoir s'y rendre à plusieurs reprises et pour la facilité d'accessibilité. Donc travailler à une échelle locale, c'est une de nos volontés. Et d'un point de vue scientifique, si je peux dire ça comme ça, le Torion donc, se situe à la confluence, Saint-Priest-Torion se situe à la confluence entre le Torion et la Vienne, ce qui en fait donc une zone très vulnérable au risque d'inondation. Oui, tout à fait. Surtout que le village s'est développé au cours de son histoire proche de ces berges. Si nous pouvons faire une petite parenthèse historique sur le bourg, il faut savoir que la géolocalisation du bourg, donc comme l'a dit Hugo, à la confluence du Torion et de la Vienne, va attirer au cours des décennies de plus en plus de travailleurs dans les activités du bois, mais aussi particulièrement du flottage, on pourrait dire. Pour pouvoir accueillir ces travailleurs, 2 hôtels vont être construits au sein du bourg. Et pourtant, même après l'arrivée de ces travailleurs, ce n'est qu'à partir du 19e siècle que Saint-Priest-Torion connaîtra une réelle expansion à la fois spatiale, mais aussi démographique, à proximité de ces berges. Effectivement. Surtout que dans votre documentaire, vous montrez qu'il y a déjà eu plusieurs inondations dans le passé. Tout particulièrement l'inondation de 1960. Oui, l'inondation de 1960 a marqué les esprits. Elle est caractérisée comme la crue centenale. Le risque inondation Haute-Vienne, c'est le premier risque naturel. Une inondation, c'est une submersion plus ou moins rapide du lit majeur du cours d'eau. On distingue 2 types d'inondations, les inondations dites lentes et les inondations dites éclairs. L'une des principales interrogations que nous nous sommes posées lors de la réalisation de notre documentaire était de savoir si ce risque pouvait évoluer et comment il pouvait évoluer, notamment dans le contexte du dérèglement climatique. Mais aussi si l'homme, avec un grand H, suite à son aménagement du lit majeur et son occupation du sol, pouvait contribuer à alimenter ce risque d'inondation. Et grâce aux nombreuses rencontres de personnalités du domaine scientifique, comme l'ancien météorologue Michel Galliot, mais aussi donc, des élus de la commune et des habitants, comme M. Jean-Pierre Chiou, le directeur de l'association du village Les Olieras. C'est de là que nous avons, à travers notre documentaire, essayé de répondre à un questionnement précis. En quoi le risque inondation à Saint-Priest-Torion est-il davantage un risque anthropique que naturel ? Vidéo tournée dans la vallée de la Roya en octobre dernier lors de la tempête Alex. On y entend les eaux de la Roya en crue après de gros épisodes de précipitation. Jules Ferrand, on n'a jamais connu ça avant Saint-Priest-Torion. Non, et fort heureusement, l'épisode dramatique qui s'est produit dans la vallée de la Roya n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent ici. Par le passé, on a eu de nombreuses crues et parfois des inondations qui ont affecté la commune, mais rien de cela. D'accord. Et juste, si vous pourriez préciser la différence entre une crue et une inondation. Alors, une crue fait partie de la dynamique des cours d'eau. C'est tout simplement une élévation du niveau du cours d'eau pour des causes diverses, par des fortes pluies, des fontes des neiges. Donc ici, en Haute-Vienne, c'est davantage dû à de fortes précipitations,
mais une crue n'impacte pas forcément les terres avoisinantes, contrairement à l'inondation. On pourrait dire que c'est un palier au-dessus. De plus, pour revenir sur ce qu'il s'est passé dans la vallée de la Roya, ça n'a rien à voir avec les inondations ici. Ce n'est pas la même géomorphologie, pas les mêmes régimes pluviométriques, ni les mêmes débits. Mais il est vrai que par le passé, Saint-Prétorion a connu des inondations. Mais de quels ordres étaient-elles? Alors, pour donner un exemple, la quantité maximale de débit atteint par le Torion, enregistrée par la station limmétrique du barrage Chauvin, était de 228 m3 par seconde, contre un débit moyen de 25 m3 par seconde. Et à notre connaissance, il y a eu plusieurs inondations à Saint-Prétorion en 1925, en 1944, 1960, 1980 et 1992. Elles restent toutes assez minoritaires. Néanmoins, elles sont reconnues, donc deux sont reconnues comme catastrophes naturelles, celle de 1982 et celle de 1999 lors de la tempête. D'accord, très bien. Voici donc les témoignages de certains habitants interrogés lors de vos venues sur le terrain. Vous pensez qu'il y a un risque, justement, vous vous sentez en sécurité en tant que... Alors, en sécurité, j'ai plus peur du barrage que de la Ouais. Vienne. Hein. Ok, du barrage. Ok. Des barrages, ouais. Ouais, du barrage Chauvin et Saint-Marc. Saint-Marc, ouais. Donc la rupture de barrage. Ouais. Ok, Plus que de la Vienne. pas de soucis. Depuis 3 ans, elle est montée dans le bas, là, vers le mur, là-bas. Ouais. Mais, Pas plus. mais une fois, quand je travaillais à la mesure de débit, dans le jardin, là, au milieu du jardin, là. Au milieu du jardin, c'était. Ah oui, donc le stade de foot. était inondé, ouais. Ok. Durant ces 25 ans, vous avez connu des inondations Oui, régulièrement, régulièrement? qui se limitent aux abords du fleuve de la Vienne. Dans votre documentaire, vous évoquez régulièrement la crue de 1960. Jules Ferrand, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est réellement produit? Alors, la crue exceptionnelle d'octobre 1960 a été causée par une accumulation de phénomènes, notamment un été particulièrement humide, un début d'automne assez pluvieux, et donc il s'ensuit l'épisode du 3 au 5 octobre qui se caractérise par de très fortes précipitations. Par exemple, d'après un rapport de la Société hydrotechnique de France, sur le plateau de Millevaches, au puits Grochet à Gentiou, donc c'est là où le Torion prend sa source, il est tombé près de 195 mm en 2 jours, et plus de 200 mm à Perlevade, où la Vienne prend sa source. Les pluies diluviennes ont donc engendré cette crue centenale dans la région du Massif central. Dans votre documentaire, vous évoquez aussi l'hypothèse que cette crue a été accentuée par l'homme. Oui, il est possible que le surplus d'eau engendré par les précipitations ait contraint les employés du barrage Saint-Marc à ouvrir les vannes pour limiter la pression sur le barrage. Néanmoins, ce n'est qu'une hypothèse. Mais cela aurait pu accentuer l'inondation sur la commune. Mais du coup, quelle zone du village aurait pu être impactée? Pour la réalisation de notre documentaire, nous nous sommes rendus donc sur la commune de Saint-Priest-Torion pour rencontrer Jean-Pierre Chioux, comme l'a dit Hugo, président de l'association Les Olieras, et qui est aussi celui qui a réalisé durant de longues années la relevée de la hauteur du cours d'eau. On a donc pu voir que la hauteur moyenne était de 0,80 m et lors de la crue de 1960, elle était de 2,40 m. Et j'ajouterai que d'après notre carte qui modélise la crue de 1960, si un événement similaire venait à se produire aujourd'hui, c'est une bonne partie des berges du Torion, mais aussi de la Vienne, qui se retrouveraient inondées. Ça reste quand même un phénomène impressionnant. Mais justement, ne va-t-il pas évoluer dans le contexte du dérèglement climatique? Alors en Limousin, il est vrai que le risque d'inondation est le risque le plus important. Cependant, il ne va pas tant évoluer que cela. En effet, c'est ce que souligne le météorologue Michel Galliot, que nous avons rencontré. Donc celui-ci dit que les inondations par débordement de nappes devraient peu évoluer, car a priori, on n'envisage pas d'évolution importante des précipitations. Oui, c'est tout à fait ça. Surtout qu'en Limousin, les inondations viendraient plus de problèmes d'aménagement du territoire et d'occupation du sol que de phénomènes naturels. À l'inverse, le risque qui, lui, va réellement augmenter dans le contexte du dérèglement climatique, c'est celui des sécheresses. Vous nous aviez dit que la commune est placée dans l'atlas des zones inondables de la Haute-Vienne. Mais quelle perception justement ont les élus et les habitants de ce risque? Ce qui ressort des rencontres avec les élus et les habitants, c'est que globalement, ils ne semblent pas spécialement inquiets. Sur ce risque-là, c'est pas un des risques majeurs ressentis sur la commune, en tout cas par la population, ni par nous élus. Pour ce qui est des habitants, nous avons pu donc en rencontrer 35 lors de nos sorties terrain. Pour la majorité d'entre eux, même si le risque inondation par le biais de processus naturels n'est pas souvent craint,
le risque de rupture de barrage, quant à lui, est perçu comme la réelle menace. En effet, voici justement l'avis d'un habitant de la commune concernant le risque inondation. Donc globalement, vous vous sentez en sécurité, il n'y a pas de... Non, par l'humidité avec la proximité de la Vienne, mais ça c'est autre chose. normal. Ok, bon, très bien. Sinon, pas de crainte par rapport à ça. Ok, très bien. Lors de nos sorties terrain, nous avions aussi repéré 2 maisons, donc dans le sud-ouest du bourg, à la limite de la zone inondable. Leur construction nous avait tout de suite posé questionnement. C'est pour cette raison que nous en avons discuté lors de notre rencontre avec les élus de la commune. Les récentes constructions ne leur étaient pas inconnues. Cependant, lorsque nous avons posé la question du potentiel danger que cela engendrait, les élus se sont justifiés par le fait que les constructions avaient été validées lors de l'ancien PLU et qu'ils n'étaient pas alors à l'époque en service. Néanmoins, d'après la carte de modélisation des crues de 1960, si un événement similaire venait à se produire, une partie des maisons se retrouverait impactée. Ah d'accord. Mais du coup, à l'heure actuelle, comment la gestion du risque, elle est effectuée? Alors, à l'heure actuelle, la commune n'est pas équipée de plan de prévention du risque d'inondation, donc de PPRI, mais bien d'un plan de sauvegarde communal depuis fin 2018. C'est un document qui recense l'ensemble des risques naturels et industriels sur la commune et les principales zones impactées. Avec celui-ci, le DICRIM, donc le document qui atteste des risques sur la commune et des comportements à suivre en cas de risque, est distribué à chacun des habitants. De plus, il y a aussi une sirène qui est testée tous les premiers mercredis du mois en cas de rupture de barrage. Ah oui, c'est très atypique comme sirène. En parlant justement des barrages, pouvez-vous nous renseigner sur leurs fonctions? On trouve un certain nombre de barrages sur le lit du Torion et de la Vienne. Par exemple, le barrage Saint-Marc sur la commune de Saint-Martin-de-Térésus, ou bien le barrage du Chauvent sur la commune de Saint-Priest-Torion, qui est le dernier barrage sur le cours d'eau. Ces barrages, ils ont pour fonction première de réguler les débits des cours d'eau, à savoir en période dite sèche, donc pour limiter l'étiage, et en période dite humide pour limiter les crues. En effet, les barrages de Saint-Marc et de Chauvent ont tous les deux été construits entre les années 1920 et 1930, et ces barrages jouent un rôle important pour limiter les inondations. En effet, le nombre de crues ayant causé des inondations à Saint-Priest-Torion a diminué depuis l'édification des barrages. Cependant, ces aménagements sur le lit majeur de la rivière ont des conséquences, que ce soit à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur l'apport sédimentaire des cours d'eau vers les littoraux. Donc globalement, les barrages jouent un rôle fondamental dans la gestion du risque d'inondation. Néanmoins, comme vous l'avez dit, ils engendrent eux-mêmes un risque, celui de rupture de barrage. En termes d'inondation, le principal risque à Saint-Priest-Torion, c'est celui de la rupture de barrage. Ce risque a d'ailleurs une page qui lui est dédiée dans le DICRIM. Oui, et c'est aussi le risque qui est le plus craint par les habitants, mais aussi les élus, ce que l'on a constaté notamment lors de nos divers entretiens. Donc vous, en tant que riverain, vous vous sentez en sécurité? J'imagine que ce qui a été mis en place doit suffire. Après, c'est sûr que si le barrage lâche, à mon avis, il y en a qui vont avoir les pieds dans l'eau. Ok. Ouais. Donc c'est plus le barrage, la crainte que... Je pense que oui, le seul risque qu'il peut y avoir vient plus du barrage qu'une crue naturelle. Oui. Les habitants ont sans doute raison, car si le barrage venait à rompre, d'après le plan Orseg, donc plan qui est réalisé en amont de la construction du barrage et qui reproduit les potentielles conséquences de la rupture de barrage, quelles zones seraient touchées, quel impact cela aurait, etc. Donc ce document est obligatoire depuis la rupture du barrage Malpasset dans le Var en 1959. Eh bien la commune se verrait engloutie par une vague d'environ 12 mètres dans un laps de temps allant de 7 à 10 minutes selon les parties de la commune. Malgré l'inquiétude d'un certain nombre d'habitants, d'autres pensent aussi que les barrages sont des aménagements très sécurisés. Mais il est important de connaître la présence de ce risque de rupture de barrage. On peut même mettre en avant le concept de faux sentiment de sécurité. D'accord. Il est vrai que la proximité avec un barrage présente toujours un risque souvent oublié par les habitants. Le barrage de Malpasset dans le Var en 1959 en est un exemple. Après cet événement, de nombreuses consignes et aménagements de surveillance ont été installés. Cependant, il est important de ne pas tomber dans une forme de mémoire de l'oubli. Nous arrivons au terme de cette rubrique. Vous pourrez retrouver ce documentaire dans toutes les salles de cinéma à partir du 15 juin. Merci à vous deux pour ce moment. Hugo Schutz, Jules Ferrand. C'est une assez phrase pour compliqué, conclure mais je dirais que le risque d'inondation à Saint-Priest-et-Torion est davantage dû
à des actions anthropiques, donc liées à l'homme, que à des actions et à des processus purement naturels.